Stéphane Dubois se posait la même question chaque nuit, une litanie silencieuse qui accompagnait le rythme de ses pas sur le pavé. Quel est le sens de ce travail? Pendant 15 longues années, il avait arpenté les mêmes rues, vérifié les mêmes portes, vécu la même solitude oppressante. Jusqu'à cette nuit-là. Une nuit où il allait rencontrer quelqu'un qui changerait la signification de sa vie pour toujours. Il était 23h30. Le quartier des Tilleuls, à Tours, s'était déjà assoupi, plongé dans un silence que seules de rares voitures venaient troubler. Les lampadaires, sentinelles fatiguées, projetaient sur l'asphalte une lumière jaunâtre et tremblotante, créant des ombres dansantes qui semblaient se moquer de la quiétude apparente. Stéphane Dubois, le visage marqué par une fatigue chronique, boutonna méticuleusement les derniers boutons de son uniforme bleu marine, un geste machinal répété des milliers de fois. Il saisit sa lourde lampe torche de la main droite, son unique compagne dans l'obscurité, et son tour de garde commença. Le sifflet, accroché à sa ceinture de cuir usé jusqu'à la corde, se balançait à chacun de ses pas. Sur ses épaules voûtées pesait non seulement le poids de la nuit, mais aussi celui de 15 années d'usure, d'espoirs déçus et de rêves évanouis. Il sortit pour affronter une fois de plus les ténèbres. Il était né dans ce quartier il y a 48 ans. Il avait grandi en jouant dans ces mêmes rues qu'il protégeait désormais, une ironie amère qui ne lui échappait pas. Il s'était marié, plein d'espoir, à l'église Saint-Martin, dont le clocher se dressait à 2 rues de son itinéraire. Il avait divorcé 5 ans plus tard, quand Valérie Moreau n'avait plus supporté ses silences pesants et son amertume grandissante. Finalement, il était resté complètement seul, prisonnier de ce périmètre de 4 pâtés de maison qu'il connaissait comme la paume de sa main. Pendant plus de la moitié de sa vie, il avait foulé ses rues pavées, surveillé ses vieilles maisons en pierre écaillée, protégé ses commerces aux portes métalliques rouillées. Mais chaque nuit qui passait, il doutait plus profondément de ce qu'il protégeait exactement, et surtout, de la raison pour laquelle il le faisait. Sa première ronde commençait toujours ponctuellement par la rue de la Paix, où les derniers petits bistrots fermaient leurs portes à 23h30. Dans l'air nocturne flottait encore un arôme persistant de crêpes et de galettes salées, un parfum réconfortant qui contrastait avec le vide de son existence. Il passa devant les boutiques fermées, leurs rideaux de fer couverts de graffitis colorés qui racontaient des histoires d'amour perdu et de rêves brisés. Il vérifia méticuleusement chacun des rideaux, tirant sur les poignets pour s'assurer qu'ils étaient bien verrouillés. Il explora chaque recoin sombre avec le faisceau jaunâtre de sa lampe usée. Tout était exactement comme la nuit précédente. Tout suivait la même routine prévisible. Tout restait désespérément vide de surprise. « Bonsoir, Stéphane », lui lança Pierre Martin, le vieil épicier de 73 ans, qui fumait éternellement sa cigarette devant sa petite épicerie de quartier. Il la maintenait ouverte jusqu'à 2 heures du matin pour les quelques travailleurs de nuit et les âmes en peine. Ses yeux fatigués brillaient sous la lumière du seul lampadaire qui fonctionnait encore à ce carrefour. « Bonsoir, monsieur Martin. Encore l'insomnie qui ne vous laisse pas en paix. Avec l'âge, le sommeil s'en va, mon garçon. Les années te volent la capacité de te reposer. » Tranquille, répondit le vieil homme en expirant un nuage de fumée qui se dispersa lentement dans l'air froid de février. « Et toi, comment vas-tu? Tu as encore ce visage mélancolique que tu affiches quand quelque chose te ronge de l'intérieur. » Stéphane interrompit sa marche routinière. Pierre Martin était pratiquement la seule personne dans tout le quartier qui prenait la peine de le connaître vraiment, qui pouvait lire les expressions de son visage comme un livre ouvert, qui voyait au-delà de l'uniforme du gardien de nuit pour trouver l'homme brisé qui se cachait derrière. Comme d'habitude, monsieur Martin. La même nuit interminable, les mêmes rues silencieuses, les mêmes pensées qui me poursuivent. Point les mêmes questions existentielles qui te tourmentent, compléta le vieil homme avec un sourire compréhensif. Je sais parfaitement, mon fils. Je me les posais aussi quand j'étais jeune comme toi. Quel est le véritable sens de tant de travail? À quoi sert de tant lutter si, à la fin, tout se réduit à ça? Stéphane soupira profondément et s'assit sur le petit banc en bois que Pierre avait installé devant sa boutique pour les clients qui voulaient discuter un peu. Il posa sa lampe sur ses genoux et se frotta les mains pour combattre le froid qui s'infiltrait à travers son uniforme mince. Et avez-vous déjà trouvé la réponse à ces questions, monsieur Martin? Avez-vous réussi à comprendre à quoi tout cela servait? Pierre Martin tira une longue et profonde bouffée de sa cigarette froissée, regardant vers le ciel nocturne couvert de nuages gris qui masquaient les étoiles. Peut-être que la vraie réponse n'est pas de chercher des réponses, mais d'apprendre à vivre avec les questions. Peut-être que notre quête désespérée de sens et de signification nous éloigne du véritable but qui est déjà juste devant nous. Monsieur Martin,
Je suis trop fatigué pour philosopher ce soir, sourit amèrement Stéphane en se levant lentement du banc, sentant ses articulations protester contre le froid et l'humidité. Je dois terminer ma ronde avant l'aube. Vas-y alors, mais écoute-moi bien sur une chose, lui dit le vieil homme avec une expression étrangement sérieuse. Garde les yeux bien ouverts cette nuit. Parfois, ce que nous cherchons depuis des années se trouve exactement en face de nous, mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes trop occupés à regarder ailleurs. Stéphane salua le vieil homme d'un geste de la main et continua de marcher sur l'avenue déserte. Les mots de Pierre Martin résonnaient avec persistance dans son esprit, comme un écho qui refusait de disparaître. Garde les yeux ouverts. Combien de temps avait-il passé à marcher dans ces rues les yeux fermés, perdu dans ses propres pensées amères? Il avait l'impression de vivre en pilote automatique depuis 15 ans, exécutant les mêmes mouvements mécaniques nuit après nuit, sans vraiment voir ce qui l'entourait. L'horloge de l'église sonna minuit 45 lorsqu'il arriva dans la rue Saint-Martin, où il retrouva le silence lourd et familier de toujours. Mais cette nuit particulière, il y avait quelque chose de subtilement différent dans l'atmosphère. Une électricité étrange flottait dans l'air nocturne, une tension invisible qui faisait se hérisser les poils de ses bras, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Stéphane connaissait très bien cette sensation. C'était une intuition qu'il avait développée après des années de travail dans les rues, un sixième sens qui l'avertissait quand quelque chose n'était pas tout à fait normal. Mais cette fois, il ne savait pas exactement à quoi s'attendre ni d'où viendrait la surprise. En tournant au coin et en entrant dans la ruelle étroite qui séparait deux immeubles d'appartements délabrés, la lumière jaunâtre de sa lampe se refléta de manière inattendue sur une silhouette humaine. Une personne était assise, complètement immobile, dans un recoin sombre, adossé contre le mur de béton fissuré. Stéphane s'arrêta net. En 15 ans d'expérience, il savait que les raisons pour lesquelles quelqu'un se cachait dans une ruelle sombre à cette heure de la nuit n'étaient généralement ni bonnes ni innocentes. « Et, qui est là » cria-t-il d'une voix autoritaire, dirigeant le faisceau de lumière directement vers la silhouette. « Identifiez-vous. » Il n'y eut aucune réponse audible. La silhouette resta parfaitement immobile, comme une statue. Stéphane serra la lampe plus fort, sentant l'adrénaline commencer à circuler dans ses veines, et s'approcha prudemment. Cette zone est fermée la nuit. Vous devez partir immédiatement ou je devrais appeler la police. La silhouette continua de ne pas répondre ni de bouger. Lorsque Stéphane fut enfin assez proche pour voir clairement, ce qu'il découvrit le laissa complètement abasourdi. C'était un homme d'une quarantaine d'années, de corpulence moyenne, avec un visage serein et tranquille qui irradiait une paix inexplicable. Il était confortablement adossé contre le mur de béton froid, les mains détendues reposant sur ses genoux pliés et les yeux fermés dans ce qui semblait être un état de méditation profonde. Il ne paraissait ni endormi, ni ivre, ni drogué, comme Stéphane l'avait initialement supposé. Il donnait plutôt l'impression d'être en complète communion avec lui-même et avec le moment présent. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici », lui dit Stéphane d'un ton moins agressif. Quelque chose dans la présence de cet homme étrange le faisait se sentir moins menacé. C'est une propriété privée et il est interdit de rester ici la nuit. L'homme ouvrit lentement les yeux et leva son regard vers Stéphane. Au moment où leurs regards se croisèrent, Stéphane sentit quelque chose de complètement inattendu et de troublant parcourir sa colonne vertébrale. Il n'y avait aucune trace de colère, de peur, de culpabilité ou de défi dans ses yeux profonds et sombres. Il n'y avait qu'une paix immense et profonde. Une sérénité qui semblait s'étendre de l'homme vers Stéphane, calmant instantanément l'inquiétude et la tension qu'il portait dans sa poitrine depuis des années. « Excusez le dérangement », dit l'homme d'une voix incroyablement douce et mélodieuse, tandis qu'il se levait avec des mouvements fluides et gracieux. Son accent était indéfinissable, comme s'il pouvait venir de n'importe où ou de nulle part en particulier. Je me reposais juste un moment et je réfléchissais. Ce n'était pas mon intention de causer des problèmes. Vous n'avez pas de foyer où passer la nuit ? Demanda Stéphane, surpris lui-même par le ton inquiet de sa propre voix. Normalement, dans ces situations, il était beaucoup plus sévère et direct, mais il y avait quelque chose d'indéfinissable chez cet homme qui le rendait plus compatissant que d'habitude. « Tous les endroits du monde sont mon foyer », répondit l'homme avec un doux sourire qui illumina complètement son visage. « Mais vous avez raison, je dois continuer mon chemin. Je suis sincèrement désolé de vous avoir causé le moindre inconvénient ou souci. » Alors que Stéphane observait l'homme se préparer à partir, il remarqua quelque chose de très étrange qui attira immédiatement son attention. L'homme marchait complètement pieds nus sur l'asphalte froid et rugueux de février. Ses pieds nus touchaient directement le sol glacé,
mais il ne montrait aucun signe d'inconfort, de douleur ou de hâte de se protéger du froid. En fait, il semblait marcher avec une grâce naturelle, comme si être pieds nus était l'état le plus normal du monde. « Attendez un instant !» cria Stéphane, véritablement inquiet. « Où sont vos chaussures ? Vous allez vous blesser les pieds ou tomber gravement malade avec ce froid. » L'homme s'arrêta et se retourna lentement pour regarder Stéphane avec une expression de gratitude sincère. « Je n'ai pas besoin de chaussures, mais je vous remercie profondément pour votre préoccupation pour mon bien-être. Mais, enfin, vous allez tomber malade. La température est en dessous de 0 et le pavé est gelé. Laissez-moi au moins appeler quelqu'un qui peut vous aider à trouver des chaussures et un endroit chaud où passer la nuit. » « Je ne tombe pas malade, » dit l'homme avec une certitude absolue et tranquille qui n'admettait aucun doute. « Mais j'apprécie vraiment que vous vous souciez d'un étranger, Stéphane Dubois. » Stéphane resta complètement glacé, comme si quelqu'un avait versé de l'eau froide directement dans ses veines. L'homme avait dit son nom complet. Stéphane était absolument certain de n'avoir jamais vu cet homme de sa vie avant cette nuit. Il ne se souvenait de lui de nulle part. Il n'avait jamais échangé de mots avec lui auparavant et ne lui avait certainement pas dit comment il s'appelait. Mais d'une manière inexplicable, cet étranger connaissait son identité. « Comment ? Comment est-ce possible que vous sachiez mon nom ? » demanda Stéphane d'une voix tremblante, sentant son cœur commencer à battre plus rapidement. « Je ne vous ai jamais vu de ma vie. J'en suis absolument certain. » L'homme fit quelques pas lents et délibérés vers Stéphane, mais s'arrêta à une distance respectueuse qui ne le ferait pas se sentir menacé ou envahi. « Je vous observe depuis longtemps, Stéphane. Toutes les nuits, sans exception, vous vous posez exactement les mêmes questions en marchant dans ces rues. Quel est le véritable sens de ce travail ? À quoi tout cela sert-il ? Pourquoi suis-je ici ? » La peau des bras et de la nuque de Stéphane se hérissa complètement. Il n'avait aucun souvenir d'avoir verbalisé ses pensées à voix haute pendant ces rondes nocturnes. Il avait toujours cru que ses réflexions tourmentées restaient en sécurité dans son esprit, qu'elles étaient complètement privées et inaccessibles à toute autre personne. « Qui diable êtes-vous » demanda Stéphane avec un mélange de peur et de fascination. « Comment pouvez-vous savoir ce que je pense ? Vous m'avez espionné ? Êtes-vous une sorte de psychologue ou de travailleur social ? » « Je suis simplement quelqu'un, » répondit l'homme avec une simplicité déconcertante, comme si c'était la réponse la plus naturelle et complète du monde. « Et je suis quelqu'un qui est venu spécifiquement vous parler cette nuit particulière. » « Parler ? Parler de quoi exactement ? » Stéphane se sentait à la fois intrigué et alarmé. « Du sens que vous cherchez si désespérément depuis toutes ces années. Des réponses aux questions qui vous tiennent éveillé même lorsque vous ne travaillez pas. » Stéphane recula instinctivement d'un pas. Son esprit rationnel luttait pour trouver une explication logique à cette situation complètement surréaliste. Cet homme devait être soit extrêmement dangereux, soit complètement fou. Peut-être était-ce un criminel expert en manipulation psychologique, ou peut-être quelqu'un qui avait méticuleusement planifié une sorte d'escroquerie ou de crime. Mais le plus étrange et le plus inquiétant était que, malgré toutes ces possibilités terrifiantes, Stéphane ne ressentait aucune sensation réelle de menace ou de danger émanant de cet homme. Au contraire, un profond sentiment de confiance et de sécurité qu'il n'avait pas éprouvé depuis de nombreuses années se propageait progressivement à travers son être, comme s'il était en présence de quelqu'un qui se souciait véritablement de son bien-être. « Je dois continuer ma ronde, » dit Stéphane, sa voix trahissant la confusion interne qu'il éprouvait. « C'est ma responsabilité de terminer le parcours complet avant l'aube. »« Bien sûr que vous le devez, » répondit l'homme avec une compréhension totale. « Je dois aussi continuer ma propre marche nocturne. Peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau avant la fin de la nuit. » L'homme commença à s'éloigner avec la même grâce fluide avec laquelle il s'était levé, mais Stéphane sentit une urgence inexplicable de ne pas le laisser partir sans en savoir plus sur lui. « Et, attendez !» cria-t-il, sa curiosité l'emportant finalement sur sa prudence. « Dites-moi au moins comment vous vous appelez. Si nous devons nous revoir, je devrais connaître votre nom. » L'homme répondit sans s'arrêter ni se retourner. Sa voix, portée clairement par l'air nocturne silencieux, « Je m'appelle Nicolas Lambert. » Et sur ce, il disparut complètement dans l'obscurité de la ruelle, comme si les ombres elles-mêmes l'avaient avalé. Stéphane resta là, debout, pendant plusieurs minutes, sentant son cœur battre si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Nicolas, bien sûr, était un nom incroyablement commun en France.
Il avait probablement connu des dizaines d'hommes appelés Nicolas au cours de sa vie. Des milliers de Français portaient ce nom. Il n'y avait absolument rien d'extraordinaire ou d'inhabituel à cela. Mais cet homme particulier, ce Nicolas spécifique, il y avait quelque chose de profondément différent en lui. Quand Stéphane dirigea immédiatement le faisceau de sa lampe dans la direction exacte où il avait vu l'homme marcher, il ne put distinguer absolument aucune silhouette au loin. La ruelle était complètement vide. Les ombres ne bougeaient pas. Il n'y avait aucun bruit de pas s'éloignant. C'était comme si l'homme n'avait jamais été là, comme si toute la conversation avait été un produit de son imagination ou une hallucination induite par l'extrême fatigue. Stéphane passa le reste de la nuit dans un état d'alerte extrême, plus attentif et conscient de son environnement qu'il ne l'avait été depuis des années. Il vérifia méticuleusement chaque recoin sombre, explora chaque ombre suspecte, examina chaque endroit où quelqu'un pourrait se cacher. Mais l'homme nommé Nicolas Lambert ne réapparut à aucun moment pendant le reste de son service. Cependant, il ne pouvait pas non plus se le sortir complètement de l'esprit. L'image de ses yeux sereins, le son de sa voix apaisante, l'étrange sensation de paix qu'il avait éprouvée en sa présence. Tout cela restait vivement présent dans ses pensées, comme si cela avait été marqué au fer rouge dans sa mémoire. À 6 heures précises du matin, lorsque les premières lueurs de l'aube commencèrent à filtrer à travers les nuages gris et que son tour de garde prit officiellement fin, Stéphane retourna lentement à son petit appartement de 2 pièces situé à seulement 3 rues de son itinéraire de patrouille. Il s'assit à sa table de cuisine usée. Seul, comme toujours. Il buvait du café noir froid directement de la cafetière, car il n'avait pas l'énergie de le réchauffer ou de le servir dans une tasse, pensant obsessionnellement à chaque détail de l'étrange rencontre qu'il avait eue cette nuit-là. C'était peut-être juste une hallucination causée par l'extrême fatigue, murmura-t-il pour lui-même, essayant de trouver une explication rationnelle qui pourrait calmer son esprit confus. J'ai travaillé trop d'heures d'affilée sans repos suffisant. Il est tout à fait possible que mon cerveau ait créé cette expérience comme un moyen de gérer le stress et la solitude. Mais au plus profond de son cœur, dans un endroit qui dépassait la logique et la raison, Stéphane savait avec une certitude absolue que ce qu'il avait vécu était entièrement réel. Cet homme nommé Nicolas Lambert était une personne réelle, en chair et en os. La conversation s'était déroulée exactement comme il s'en souvenait et, d'une manière mystérieuse et inexplicable, cette rencontre était liée aux réponses qu'il cherchait désespérément depuis tant d'années de solitude et de questionnement. Ce matin-là, avant de finalement succomber à un sommeil épuisé, Stéphane se fit une promesse solennelle. S'il rencontrait à nouveau cet homme extraordinaire, cette fois, il ne laisserait pas la peur ou la confusion l'éloigner. Cette fois, il poserait toutes les questions qu'il devait poser. Il aurait la conversation complète qu'il avait évitée cette nuit-là. Parce que pour la première fois en 15 longues années à arpenter les mêmes rues et à se poser les mêmes questions sans réponse, il avait le sentiment d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui pourrait avoir les réponses qu'il attendait. Alors qu'il s'endormait avec les premiers rayons du soleil entrant par sa fenêtre sans rideau, Stéphane réalisa que quelque chose de fondamental avait changé en lui au cours de cette nuit. Pour la première fois depuis des décennies, il sentait qu'être gardien de nuit ne consistait pas uniquement à protéger des portes, des fenêtres et des biens matériels. Peut-être que le véritable sens qu'il avait espéré trouver, le but réel qu'il cherchait à protéger et à cultiver, était quelque chose de complètement différent et de beaucoup plus profond que tout ce qu'il avait jamais imaginé. Et peut-être, juste peut-être, que cet homme mystérieux nommé Nicolas Lambert était exactement la personne qui avait été envoyée pour lui apporter enfin les réponses qu'il attendait depuis toute sa vie d'adulte. Quand Stéphane se réveilla cet après-midi-là, le soleil se couchait déjà derrière les bâtiments gris du quartier des Tilleuls. Il avait mal dormi, agité, avec des rêves fragmentés où apparaissait constamment l'image d'un homme aux pieds nus marchant dans des ruelles infinies. Il se leva avec une sensation étrange dans la poitrine, comme si quelque chose d'important avait changé pendant les quelques heures où il avait réussi à se reposer. Il ne pouvait pas décider si ce qu'il avait vécu la nuit précédente était réel ou le produit de son esprit épuisé, mais ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas s'arrêter d'y penser. Il prit une douche à l'eau froide car le chauffe-eau était en panne depuis des mois et il n'avait pas d'argent pour le faire réparer. Tandis que l'eau glacée frappait son dos tendu, il se souvint vivement de chaque mot de la conversation avec l'étranger. « Je vous observe depuis longtemps, Stéphane. Comment était-il possible que quelqu'un le connaisse si intimement sans qu'il s'en soit rendu compte ? En 15 ans à arpenter les mêmes itinéraires, il pensait connaître chaque personne qui vivait ou fréquentait sa zone de patrouille. Il s'habilla lentement, chaque bouton de son uniforme boutonné avec le même rituel que toujours, mais cette fois avec une attente différente. Pour la première fois depuis des années, il voulait vraiment que la nuit arrive.
Non pas parce qu'il aimait son travail, c'était toujours le même emploi monotone et mal payé, mais parce qu'il avait l'espoir, presque la certitude, qu'il rencontrerait à nouveau cet homme. Avant de sortir, il se prépara un café plus fort que d'habitude et s'assit à sa petite table de cuisine avec un vieux carnet qu'il avait trouvé dans un tiroir. Il décida d'écrire tout ce dont il se souvenait de la rencontre. Chaque détail, chaque mot échangé, chaque sensation éprouvée. S'il devenait fou, au moins, il voulait avoir un enregistrement de la façon dont le processus avait commencé. Homme d'environ 40 ans, écrivit-il de son écriture irrégulière. Pieds nus, vêtements simples, accent indéfinissable. Connaissez mon nom sans que je le lui dise. Connaissez mes pensées privées. A dit s'appeler Nicolas Lambert. A disparu sans laisser de traces. Il relut ses propres mots plusieurs fois sur le papier. L'expérience semblait encore plus étrange et improbable qu'elle ne l'avait paru en personne. Toute personne rationnelle serait arrivée à la conclusion qu'il avait halluciné ou que quelqu'un lui avait fait une blague très élaborée. Mais Stéphane ne se sentait pas comme une personne rationnelle cet après-midi-là. Il se sentait comme quelqu'un qui avait attendu quelque chose toute sa vie sans savoir ce que c'était, et qui venait enfin de recevoir le premier indice. Il rangea le carnet dans la poche intérieure de son uniforme et sortit dans les rues. C'était le mercredi 23 février 2024, et l'air nocturne avait cette qualité particulière de la fin de l'hiver à Tours, froid mais avec la promesse cachée du printemps qui viendrait dans quelques semaines. Son premier arrêt, comme toujours, fut le coin de Pierre Martin. Le vieil homme était à sa place habituelle, fumant et observant le peu de mouvement de la nuit en semaine. Mais quand il vit Stéphane s'approcher, son expression changea. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il le regardait, comme s'il pouvait voir quelque chose de nouveau en lui. « Bonsoir, Stéphane », le salua-t-il avec un sourire plus large que d'habitude. « Tu as l'air différent ce soir, mon garçon. Il s'est passé quelque chose d'intéressant hier. » Stéphane s'arrêta net. Était-ce si évident? Avait-il vraiment l'air différent ou Pierre avait-il simplement cette mystérieuse capacité des anciens à percevoir les changements subtils chez les gens? Pourquoi dites-vous ça, monsieur Martin? Tu as les yeux plus éveillés, comme si tu avais vu quelque chose qui t'a surpris. Le vieil homme tira une longue bouffée de sa cigarette et expira lentement. Hier soir, je t'ai dit de garder les yeux ouverts. Tu m'as écouté? Stéphane sentit un frisson. Était-il possible que Pierre sache quelque chose sur ce qui s'était passé? Ou était-ce simplement une coïncidence que ces paroles de la veille aient été si prophétiques? Oui, répondit prudemment Stéphane. Je crois que j'ai gardé les yeux ouverts. Et qu'as-tu vu? Stéphane hésita. Une partie de lui voulait tout raconter à Pierre. Se décharger du poids de l'expérience avec quelqu'un qui pourrait le comprendre, ou du moins l'écouter sans le juger. Mais une autre partie sentait que ce qu'il avait vécu était trop personnel, trop étrange pour être partagé pour l'instant. J'ai vu quelqu'un qui m'a fait réfléchir. Pierre Martin hocha la tête comme si cette réponse vague était exactement ce qu'il attendait. Parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin, mon garçon. Quelqu'un qui nous fait penser différemment. Il resta silencieux un moment, regardant les étoiles, à peine visibles à travers la pollution lumineuse de la ville. Tu sais ce que j'ai appris en 73 ans? Que les rencontres les plus importantes de nos vies n'arrivent presque jamais quand on les attend. Elles arrivent quand on en a besoin. Vous croyez à ça? Aux rencontres spéciales? Aux personnes qui apparaissent dans nos vies pour une raison? Bien sûr que si. Ma défunte épouse disait qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous que nous avions oublié d'avoir programmés. Pierre Martin sourit avec nostalgie. Elle croyait que chaque personne que nous rencontrons nous apprend quelque chose ou change quelque chose en nous, aussi petit soit-il. Les rencontres importantes, disait-elle, sont comme des tremblements de terre de l'âme. Stéphane sentit que ces mots décrivaient parfaitement ce qu'il avait vécu. Un tremblement de terre de l'âme. C'était exactement la sensation qu'il avait eue en regardant dans les yeux de cet homme nommé Nicolas Lambert. Monsieur Martin, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait savoir des choses sur vous qu'il n'aurait pas dû savoir? Le vieil homme le regarda avec une expression pensive pendant plusieurs secondes avant de répondre. Une fois, il y a de nombreuses années, j'ai connu un homme comme ça. C'était un instituteur qui est arrivé dans notre école quand j'avais 8 ans. Il n'est resté qu'un mois pour remplacer un autre maître qui était malade. Mais cet homme, c'était comme s'il pouvait voir directement dans nos âmes. Il savait qui avait besoin d'aide avant que nous ne levions la main.
Il savait qui était triste sans qu'on le lui dise. Il savait des choses sur nous que même nous ne savions pas. Et que lui est-il arrivé? Un jour, il n'était tout simplement plus là. Le maître titulaire est revenu et nous n'avons plus jamais entendu parler du remplaçant. Mais tous les enfants de cette classe ont été différents après l'avoir connu. Comme s'il avait réveillé quelque chose qui dormait en nous. Stéphane absorba cette histoire, ressentant une connexion profonde avec l'expérience de Pierre. Vous croyez qu'il y a des gens comme ça? Des gens qui peuvent voir plus que la normale? Je crois qu'il y a des gens qui sont plus connectés à quelque chose de grand, quelque chose que le reste d'entre nous ne perçoit qu'occasionnellement. Pierre écrasa sa cigarette sur le béton. Et je crois que lorsque nous rencontrons quelqu'un comme ça, notre vie change, que nous le voulions ou non. Stéphane quitta le vieil homme avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec un sentiment de validation. Il n'était pas complètement fou. D'autres personnes avaient vécu des rencontres similaires. Peut-être que ce qui lui était arrivé était étrange, mais ce n'était pas unique dans l'histoire de l'humanité. Il continua sa ronde d'un pas plus décidé. Chaque coin qu'il tournait, chaque ruelle qu'il explorait, il le faisait avec l'espoir de revoir cette silhouette familière. Mais les 2 premières heures de son service se passèrent sans incident. Les rues étaient particulièrement calmes pour un mercredi soir. Peu de passants, quelques ivrognes solitaires rentrant chez eux, des travailleurs de nuit se dirigeant vers leur emploi. Rien d'inhabituel. Ce fut à 1h15 qu'il le vit enfin. Il était assis sur le même banc du petit parc qui se trouvait au centre de son itinéraire de patrouille. Un espace vert minuscule avec 3 vieux arbres et quelques bancs en béton fissuré que la municipalité avait construit des années auparavant en grande pompe, mais qu'elle entretenait à peine aujourd'hui. La silhouette était sans équivoque. Le même homme que la nuit précédente, avec la même posture sereine, les mêmes pieds nus, la même aura de calme qui semblait s'étendre sur plusieurs mètres autour de lui. Cette fois, Stéphane n'hésita pas. Il marcha directement vers lui, le cœur battant rapidement, mais sa détermination inébranlable. Il avait pensé à ce moment toute la journée. Il avait répété mentalement ce qu'il lui dirait, les questions qu'il lui poserait. Il n'allait pas le laisser partir sans obtenir de vraies réponses. « Bonsoir », dit Stéphane en arrivant près du banc. « J'espérais vous revoir. » L'homme ouvrit les yeux et sourit, comme s'il avait attendu exactement cette conversation. « Bonsoir, Stéphane. Je suis très heureux de vous revoir. Vous avez l'air plus calme ce soir. » Plus calme? Je ne crois pas. J'ai pensé à vous toute la journée. J'ai besoin de vous poser quelques questions. Bien sûr. Asseyez-vous. L'homme indiqua l'espace vide sur le banc à côté de lui. Demandez ce que vous avez besoin de demander. Stéphane s'assit, gardant une distance respectueuse mais assez proche pour pouvoir étudier le visage de l'homme sous la lumière du lampadaire du parc. De près, il pouvait voir plus de détails, de fines rides autour de ses yeux qui parlaient de sourires fréquents, des mains qui semblaient avoir travaillé mais qui étaient maintenant étonnamment douces, un calme dans ses gestes qui suggérait une paix profonde avec lui-même. D'abord, commença Stéphane, je veux savoir comment vous me connaissez. Hier soir, vous avez dit que vous m'observiez, mais je ne vous avais jamais vu auparavant. Comment est-ce possible? Je vous ai vu toutes les nuits pendant des mois, Stéphane, mais pas de la manière que vous pensez. Je ne vous ai pas suivi physiquement ou espionné depuis les ombres. L'homme fit une pause, comme s'il pesait soigneusement ses mots. Parfois, on peut connaître quelqu'un sans être physiquement présent. Parfois, l'âme d'une personne appelle si fort qu'on peut l'entendre de très loin. Je ne comprends pas ce que cela signifie. Cela signifie que votre douleur, votre quête, vos questions nocturnes. Tout cela crée une sorte d'écho dans le monde. Et il y a ceux qui peuvent entendre ces échos. Stéphane fronça les sourcils. Vous parlez de quelque chose de surnaturel. Êtes-vous une sorte de médium, de voyant? L'homme sourit doucement. Je ne suis rien de tout ça. Je suis simplement quelqu'un qui prête attention aux appels à l'aide, peu importe comment ils arrivent. Des appels à l'aide? Je n'ai jamais demandé d'aide à personne. Vraiment? Que croyez-vous qu'ont été toutes ces questions que vous vous posez chaque nuit? À quoi je sers? Quel est le but de ma vie? Pourquoi je me sens si vide? Ce sont des prières, Stéphane. Ce sont des appels à l'aide adressés à l'univers. Stéphane resta silencieux, choqué par la précision avec laquelle l'homme avait capturé ses pensées les plus intimes.
Il était vrai qu'il se posait ces questions, mais il ne les avait jamais considérées comme des appels à l'aide. Il les voyait plutôt comme des plaintes amères adressées à un univers sourd et indifférent. Même si j'accepte cela, continua Stéphane après un moment, pourquoi vous? Pourquoi seriez-vous celui qui répond à ces prières? Parce que c'est ma nature de répondre quand quelqu'un a vraiment besoin de trouver son chemin. C'est ce que je fais. C'est votre travail? Êtes-vous une sorte de conseiller spirituel ou de thérapeute? L'homme secoua la tête. Ce n'est pas un travail au sens où vous l'entendez. C'est plutôt une responsabilité, un but. Certains naissent pour construire des maisons, d'autres pour enseigner aux enfants, d'autres pour guérir les maladies. Je suis né pour aider les gens à trouver la lumière quand ils sentent qu'ils sont perdus dans l'obscurité. Stéphane étudia le visage de l'homme, cherchant des signes de fausseté ou de manipulation, mais il ne trouva rien d'autre qu'une sincérité authentique. Cependant, les réponses qu'il recevait ne faisaient que générer plus de questions. D'accord. Supposons que j'accepte tout ça. Supposons que vous ayez une sorte de capacité spéciale pour aider les personnes perdues. Que pouvez-vous me dire sur ma situation? Quelles sont ces réponses que vous êtes censé être venu me donner? La première réponse est que vous n'êtes pas aussi perdu que vous le croyez. Le problème n'est pas que votre vie n'a pas de sens. Le problème, c'est que vous avez cherché le sens au mauvais endroit. À quel mauvais endroit? Vous avez cherché le but de votre vie dans votre travail, dans vos réalisations extérieures, dans ce que vous pouvez accumuler ou obtenir. Mais le véritable sens d'une vie ne vient pas de ce que vous faites, mais de comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Stéphane sentit un mélange de frustration et d'intrigue. Ça a l'air très philosophique, mais ça ne m'aide pas avec la réalité de ma situation. Je suis un gardien de nuit de 48 ans, sans famille, sans avenir, sans rien qui m'excite ou me motive. Comment suis-je censé trouver un sens à ça? Croyez-vous vraiment qu'être gardien de nuit est tout ce que vous êtes? C'est la seule chose que je fais. 8 heures par jour, 6 jours par semaine. C'est comme ça que je passe la plupart de mon temps conscient. Mais ce n'est pas qui vous êtes. Votre travail est ce que vous faites pour survivre, mais votre identité, votre but réel. L'homme se tourna complètement vers Stéphane, le regardant droit dans les yeux. Dites-moi quelque chose. En ces 15 années, en tant que gardien de nuit, n'avez-vous jamais aidé personne? N'avez-vous jamais fait une différence dans la vie de quelqu'un d'autre? Stéphane réfléchit un moment. Je suppose que j'ai empêché quelques cambriolages. J'ai aidé quelques personnes ivres à rentrer chez elles saines et sauves. J'ai appelé des ambulances pour des gens qui ont eu un accident. Et comment vous êtes-vous senti à ces moments-là? Bien, je suppose. Utile. Mieux que lorsque je marche simplement sans rien trouver à faire. Stéphane dut admettre que oui. Les moments où il avait vraiment pu aider quelqu'un avaient été les seuls où son travail avait semblé être plus qu'une routine vide. Ce sentiment, continua l'homme, cette sensation d'utilité et de but que vous éprouvez lorsque vous aidez les autres, c'est votre véritable nord. C'est la direction vers laquelle votre âme veut aller. Mais ces moments sont rares. La plupart du temps, il ne se passe rien. Parce que vous attendez que les opportunités d'aider viennent à vous. Que se passerait-il si vous commenciez à les chercher activement? Que voulez-vous dire? Je veux dire que dans un quartier comme celui-ci, plein de gens qui luttent, qui souffrent, qui ont des besoins, il y a des opportunités de faire une différence tous les jours. Vous ne les avez simplement pas vues parce que vous étiez concentré sur votre propre tristesse. Stéphane sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années, l'espoir. L'idée qu'il pourrait y avoir un but plus grand dans sa vie quotidienne était tentante, mais aussi effrayante. Même si c'était vrai, dit-il lentement, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment passer de quelqu'un qui survit simplement chaque jour à quelqu'un qui fait une différence. Vous commencez petit. Vous commencez avec une personne. Avec un acte de bonté. Avec une conversation comme celle-ci. L'homme sourit. Le plus grand changement commence toujours par le plus petit pas. Et vous, comment savez-vous tout ça? Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Pour la première fois, l'expression de l'homme devint plus sérieuse, presque mélancolique. J'ai connu la douleur, Stéphane. J'ai connu la solitude, le doute, le sentiment d'être perdu. J'ai senti le poids de la responsabilité et la frustration de vouloir aider les autres alors que je n'étais même pas sûr de pouvoir m'aider moi-même. Et comment vous en êtes-vous sorti?
En comprenant que la douleur personnelle peut se transformer en compassion pour les autres. Que nos blessures les plus profondes peuvent devenir notre plus grande capacité à guérir les autres. Que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour pouvoir guider quelqu'un vers la lumière. Stéphane resta silencieux, absorbant ces mots. Il y avait quelque chose dans la façon dont l'homme parlait de douleur et de transformation qui résonnait profondément avec sa propre expérience. Il ne sonnait pas comme quelqu'un qui avait lu sur la souffrance dans des livres, mais comme quelqu'un qui l'avait vécu intimement. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?» dit finalement Stéphane. « Bien sûr. Êtes-vous heureux? Avec votre vie, avec ce que vous faites? Êtes-vous vraiment heureux ?» L'homme considéra la question attentivement avant de répondre. « Le bonheur est compliqué, Stéphane. Ce n'est pas un état permanent que l'on atteint et que l'on conserve pour toujours. Ce sont plutôt des moments de joie et de satisfaction entrecoupés de moments de tristesse et de défis. Mais je peux dire que je me sens en paix avec qui je suis et avec mon but dans ce monde. Et ce genre de paix est plus durable que le bonheur. Et comment puis-je trouver cette paix? En commençant à vivre depuis le cœur plutôt que depuis la peur. En commençant à vous demander, non pas que puis-je obtenir, mais que puis-je donner? En commençant à voir votre travail non comme une malédiction, mais comme une opportunité de servir. L'horloge de l'église voisine sonna 2h30. Stéphane réalisa qu'il parlait depuis plus d'une heure, mais il avait l'impression que cela n'avait duré que quelques minutes. Le temps semblait s'écouler différemment quand il était avec cet homme. « Je dois continuer ma ronde, dit Stéphane à contre-cœur. Mais est-ce que je vous verrai demain? Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez, répondit l'homme en se levant du banc. Mais souvenez-vous, Stéphane, les réponses qui comptent vraiment ne viendront pas de nos conversations. Elles viendront des actions que vous entreprendrez en vous basant sur ce dont nous avons parlé. Quelles actions? Que suis-je censé faire spécifiquement? Demain, pendant votre service, au lieu de simplement marcher et protéger, marchez et observez. Observez vraiment les gens que vous rencontrez. Demandez-vous, comment puis-je aider? Et quand vous verrez une opportunité, même petite, saisissez-la. Et si je ne sais pas comment aider? Le cœur sait, Stéphane. Il vous suffit de commencer à l'écouter. L'homme commença à s'éloigner, mais cette fois, Stéphane ne se sentit pas désespéré de le retenir. Il avait une tâche, un but pour la nuit suivante. Il avait quelque chose de concret à faire au lieu de simplement exister. « Nicolas !» cria-t-il alors que l'homme était déjà à plusieurs mètres. « Oui » répondit-il sans se retourner. « Merci. Merci à vous, Stéphane. D'être prêt à écouter. » Et une fois de plus, l'homme disparut dans les ombres de la nuit, laissant Stéphane seul dans le parc, mais se sentant moins seul qu'il ne l'avait été depuis des années. Il passa le reste de son service dans un état de réflexion profonde, repassant chaque mot de la conversation, sentant que quelque chose de fondamental avait changé dans sa compréhension de lui-même et de sa vie. Pour la première fois depuis des décennies, il attendait avec impatience la nuit suivante, non pas pour la possibilité de retrouver Nicolas, mais pour l'opportunité de mettre en pratique ce qu'il avait appris. Quand il rentra chez lui ce matin-là, Stéphane ne se coucha pas directement comme à son habitude. Au lieu de cela, il s'assit à sa table de cuisine et ouvrit le carnet où il avait écrit sur sa première rencontre. Sur une nouvelle page, il écrivit « Deuxième conversation, 24 février. Thème, le but se trouve dans le service aux autres, pas dans les réalisations personnelles. Tâche, observer et chercher des opportunités d'aider pendant la ronde de demain. » En dessous, il écrivit une question qui, il le savait, serait centrale dans les jours à venir. Qui est vraiment cet homme nommé Nicolas Lambert? La nuit suivante changea la vie de Stéphane Dubois pour toujours. Il se leva ce jeudi après-midi avec une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des décennies, une anticipation authentique pour ce que sa nuit de travail pourrait apporter. Ce n'était pas seulement la possibilité de rencontrer à nouveau le mystérieux homme nommé Nicolas Lambert qui l'excitait, mais aussi l'opportunité de mettre en pratique ce qu'il avait appris lors de leurs 2 conversations précédentes. Il avait une mission maintenant, un but au-delà de la simple marche et surveillance. Il allait observer, il allait chercher des opportunités d'aider, il allait essayer de vivre depuis le cœur plutôt que la peur. Il se prépara pour son service avec un soin particulier cette nuit-là. Il prit sa douche froide comme d'habitude, mais cette fois, cela ne le dérangea pas autant. Il se rasa devant le miroir embué de sa petite salle de bain, remarquant pour la première fois depuis des années que ses yeux avaient une étincelle différente,
comme si quelque chose qui dormait depuis longtemps était enfin en train de se réveiller. Il enfila son uniforme bleu marine, mais cette fois, chaque bouton boutonné ressemblait à une préparation pour quelque chose de significatif plutôt qu'à une simple routine monotone. Avant de sortir, il prit le carnet où il consignait ses rencontres avec Nicolas et écrivit une entrée proactive, 25 février, nuit 3. Mission, observer avec attention, chercher des opportunités de service, écouter le cœur. Question du jour, comment puis-je transformer mon travail en une façon d'aimer les autres? Il rangea le carnet dans la poche intérieure de son uniforme avec quelque chose d'autre qu'il avait décidé de prendre cette nuit-là, les seuls 20 € qu'il avait économisés pour les urgences. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais il avait l'intuition qu'il pourrait avoir besoin d'argent pour aider quelqu'un. Il quitta son appartement à 23h15, 15 minutes plus tôt que d'habitude, car il voulait prendre plus de temps pour observer réellement son environnement au lieu de simplement le traverser comme un automate. La nuit était particulièrement froide, avec une brise qui apportait l'odeur lointaine de la pluie à venir. Les rues avaient cette qualité d'attente qui précède parfois les événements importants, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Son premier arrêt fut, comme toujours, le coin de Pierre Martin. Mais cette fois, au lieu d'échanger simplement des salutations polies, Stéphane se concentra vraiment sur le vieil homme. Il l'observa avec de nouveaux yeux, prêtant attention aux détails qu'il avait ignorés pendant des années de conversation superficielle. Il remarqua que Pierre avait une toux persistante qu'il essayait de dissimuler. Il remarqua que ses mains tremblaient légèrement en tenant sa cigarette. Il remarqua que ses vêtements, bien que propres, étaient reprisés à plusieurs endroits. Il remarqua que le vieil homme se frottait constamment les jambes comme si elles lui faisaient mal. « Bonsoir, monsieur Martin », le salua Stéphane, mais cette fois il s'approcha davantage, le regardant vraiment. « Comment vous sentez-vous ? Je remarque que vous toussez. » Le vieil homme parut surpris par cette attention plus détaillée. « Ah, c'est juste le froid, mon garçon. À mon âge, tout fait un peu plus mal en hiver. Êtes-vous allé chez le médecin ? Cette toux semble persistante. » Pierre sourit avec une certaine tristesse. « Les médecins coûtent de l'argent, Stéphane, et ma petite retraite suffit à peine pour le loyer et la nourriture. Et puis, que vont-ils me dire que je ne sais pas déjà ? Que je suis vieux, que je fume trop, que je devrais mieux prendre soin de moi. » Stéphane sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un mélange de compassion et de détermination. Voici sa première opportunité. Exactement comme Nicolas l'avait prédit. Sans trop réfléchir, il sortit les 20 € de sa poche. « Monsieur Martin, je veux que vous preniez ça, » dit-il en lui tendant le billet. « Allez au centre de santé demain matin. Ça devrait couvrir une consultation et peut-être quelques médicaments de base. » Le vieil homme regarda l'argent les yeux écarquillés, clairement choqué. « Stéphane, je ne peux pas accepter ça. C'est ton argent. Toi aussi, tu as des dépenses. »« S'il vous plaît, » insista Stéphane, ressentant une conviction qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. « Mon travail est de protéger ce quartier et les gens qui y vivent. Cela inclut de protéger votre santé. Considérez ça comme faisant partie de mon devoir. » Pierre prit l'argent avec des mains tremblantes, mais pas de froid cette fois, d'émotion. « Je ne sais pas quoi dire, mon fils. Ça fait des mois que cette toux m'inquiète. Ne dites rien. Promettez-moi juste que vous irez chez le médecin. Je te le promets. Et Stéphane. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé ces derniers jours, mais il y a quelque chose de différent en toi. Quelque chose de bon. » Stéphane sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. C'était la même sensation qu'il avait décrite à Nicolas, cette sensation d'utilité et de but qu'il éprouvait lorsqu'il aidait vraiment quelqu'un. Mais cette fois, il l'avait cherché activement au lieu de simplement tomber dessus. « Merci, monsieur Martin. Passez une bonne nuit. » En s'éloignant du coin, Stéphane se sentait dynamisé d'une manière qu'il ne se souvenait pas avoir connue auparavant. Il avait dépensé ses seules économies, mais au lieu de s'en inquiéter, il se sentait expansif, comme s'il avait investi dans quelque chose qui valait bien plus que de l'argent. Il continua sa ronde les yeux grands ouverts, observant chaque ombre, chaque mouvement, chaque personne qu'il croisait. À minuit 30, près de la rue Gambetta, il vit une jeune femme assise sur les marches d'un immeuble fermé. Elle pleurait silencieusement, serrant un petit sac contre sa poitrine. En temps normal, Stéphane aurait supposé que c'était une situation personnelle qui ne le regardait pas et aurait continué son chemin. Mais cette nuit, il s'approcha. « Excusez-moi,
dit-il doucement pour ne pas l'effrayer. Je suis le gardien de nuit de ce secteur. Est-ce que tout va bien? Puis-je vous aider? La femme leva les yeux. Elle était jeune, peut-être 25 ans, avec des yeux gonflés de larmes. Non, merci. J'attends, c'est tout. Vous attendez quoi, si ce n'est pas indiscret? La femme hésita un instant, puis sembla décider qu'elle n'avait rien à perdre en se confiant à un étranger. J'attends que le jour se lève pour pouvoir aller mettre ça au mont-de-piété. Elle lui montra le sac. C'est la bague de ma grand-mère. C'est la seule chose de valeur qu'il me reste. Mon fils est malade et j'ai besoin d'argent pour l'emmener à l'hôpital. Stéphane sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce qu'il a, votre fils? Une très forte fièvre depuis 2 jours. Je lui ai donné du paracétamol, mais ça ne baisse pas. Il est chez ma voisine parce que je n'ai pas voulu l'amener dans le froid. Ses larmes se remirent à couler. Je sais que je devrais l'emmener à l'hôpital, mais je n'ai pas d'argent pour le taxi ni pour les médicaments. Et cette bague, c'est le dernier souvenir de ma grand-mère, mais mon fils est plus important. Stéphane n'hésita pas une seconde. Où habitez-vous? C'est loin d'ici. À 6 rue, à la résidence Les Lilas. Allons-y. Je vous accompagne et nous prendrons un taxi pour l'hôpital. Vous n'avez pas besoin de vendre quoi que ce soit. La femme le regarda avec incrédulité. Mais vous ne me connaissez pas. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que je suis aussi le père de quelqu'un, mentit Stéphane, mais cela sonnait comme une vérité. Et parce que quand un enfant est malade, c'est plus important que tout le reste. Ce qui suivit fut une heure intense qui changea profondément Stéphane. Il accompagna la femme, qui s'appelait Manon Lefebvre, jusqu'à chez elle, où ils trouvèrent un petit garçon de 3 ans, Léo, avec une fièvre très élevée et des difficultés à respirer. Stéphane paya le taxi pour l'hôpital local le plus proche. Il attendit toute la nuit pendant qu'on s'occupait de l'enfant et paya finalement les médicaments lorsque les médecins déterminèrent qu'il s'agissait d'une infection respiratoire nécessitant des antibiotiques. Au moment où ils sortirent de l'hôpital, le jour se levait déjà et Stéphane avait dépensé l'argent qu'il avait prévu pour toute sa semaine de nourriture. Mais quand il vit le petit Léo respirer normalement et Manon pleurer de soulagement et de gratitude, il réalisa qu'il n'avait jamais fait un investissement plus rentable de sa vie. « Je ne sais pas comment vous remercier », lui dit Manon en attendant le bus qui la ramènerait chez elle. « Vous avez sauvé mon fils. Vous lui avez littéralement sauvé la vie. »« Je n'ai rien fait de spécial, » répondit Stéphane, bien qu'au fond de lui, il sache que ce n'était pas vrai. Il avait fait quelque chose de très spécial. Quelque chose qui avait nécessité du courage, de la compassion et de la foi en la bonté fondamentale des gens. Si, vous avez fait quelque chose de spécial. Vous avez vu une étrangère en difficulté et vous avez décidé d'aider sans rien demander en retour. C'est la chose la plus spéciale qu'une personne puisse faire. Quand Stéphane arriva enfin chez lui ce matin-là, il était physiquement épuisé mais spirituellement plein d'énergie. Il n'avait pas mangé depuis des heures, avait dépensé tout son argent et avait techniquement abandonné son poste pendant plusieurs heures, mais il se sentait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Il s'assit à sa table de cuisine avec son carnet et écrivit « Nuit 3, transformation complète. Aider Monsieur Martin avec de l'argent pour le médecin. Aider Manon et son fils Léo avec une urgence médicale. Dépenser tout mon argent, mais gagner quelque chose d'infiniment plus précieux, la certitude que ma vie peut avoir un sens si je la consacre à servir les autres. Pour la première fois en 15 ans, je comprends pourquoi je suis ici. » Cet après-midi-là, il dormit profondément, sans les rêves agités qui l'avaient tourmenté pendant des années. Quand il se réveilla pour se préparer pour son 4e service nocturne, il trouva quelque chose d'incroyable qui l'attendait sous sa porte, une enveloppe avec 50 € et un mot qui disait « Pour le gardien le plus noble du quartier des Tilleuls. » Avec une gratitude éternelle, une mère reconnaissante. Manon avait demandé après lui dans le quartier jusqu'à trouver son adresse et lui avait rendu plus d'argent qu'il n'en avait dépensé. Mais ce n'était pas le plus surprenant. Le plus surprenant était qu'il n'avait pas eu besoin de récupérer l'argent pour se sentir complet. La satisfaction d'avoir aidé avait été une récompense suffisante. Cette nuit-là, il partit pour son service avec une perspective complètement transformée. Il n'était plus simplement Stéphane, le gardien de nuit ennuyé et déprimé. Il était Stéphane le protecteur, Stéphane l'aideur, Stéphane l'homme qui avait trouvé son but dans le service aux autres. Et comme il s'y attendait,
il trouva Nicolas qui l'attendait sur le même banc du parc. « Vous avez l'air différent », fut la première chose que dit Nicolas quand Stéphane s'approcha. « Je me sens différent. Complètement différent. Racontez-moi ce qui s'est passé. » Stéphane lui raconta l'expérience de la nuit précédente avec un enthousiasme qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il lui parla de Pierre Martin, de Manon et de son fils, de la sensation incroyable de savoir qu'il avait fait une réelle différence dans la vie de personnes réelles. Et le plus incroyable, conclut Stéphane, c'est que lorsque j'ai fini de les aider, je ne me suis pas senti vide ou fatigué comme je pensais. Je me suis senti plein, comme si j'avais trouvé quelque chose qui était perdu depuis des années. Nicolas sourit avec une chaleur qui illumina tout son visage. « Vous avez trouvé votre véritable travail, Stéphane. » « Mon véritable travail ? » ?»« Oui. Votre véritable travail n'a jamais été d'être gardien de nuit. Votre véritable travail est d'être un gardien de l'espoir. Un protecteur non seulement des biens, mais des personnes. Un serviteur de la lumière au milieu de l'obscurité. » Stéphane sentit des larmes commencer à se former dans ses yeux. « Mais j'ai encore tellement de questions. Comment rendre cela durable ? Comment puis-je aider plus de gens ? Comment savoir quand et comment aider ? Les réponses viendront à mesure que vous continuerez à pratiquer. L'amour en action est le meilleur professeur. Mais je peux vous donner quelques principes qui vous guideront. S'il vous plaît. Premièrement, aidez sans attendre de reconnaissance ou de récompense. Ce que vous avez fait hier soir était parfait parce que vous ne l'avez pas fait pour bien paraître ou pour obtenir quelque chose en retour. Vous l'avez fait parce que votre cœur vous a dit que c'était la bonne chose à faire. Stéphane hocha la tête. C'était vrai. À aucun moment de la nuit précédente il n'avait pensé à ce qu'il y gagnerait. Deuxièmement, commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir plus d'argent, plus de temps ou plus de ressources pour commencer à servir. Vous avez votre présence, votre attention, votre compassion. C'est suffisant pour commencer. Je comprends. Troisièmement, faites confiance à votre intuition. Votre cœur sait quand quelqu'un a besoin d'aide et comment vous pouvez aider. N'ayez pas peur d'agir sur la base de ces impulsions de bonté. Et que se passera-t-il si je fais des erreurs ? Si j'essaie d'aider et que les choses tournent mal ? Les erreurs font partie de l'apprentissage. Ce qui importe, ce n'est pas d'être parfait, mais d'avoir de bonnes intentions et d'être prêt à continuer d'essayer. Les gens peuvent pardonner les erreurs, mais il est plus difficile de pardonner l'indifférence. Stéphane absorba ces mots, sentant comment ils se gravaient dans sa mémoire et dans son cœur. « Nicolas, je dois vous demander quelque chose qui me préoccupe depuis que je vous ai rencontré. » Demandez. « Qui êtes-vous vraiment ? Et s'il vous plaît, ne me dites pas simplement que vous êtes quelqu'un. Je sais que vous êtes plus que ça. Personne n'a ce genre de sagesse, cette capacité de voir à l'intérieur des gens, cette faculté d'apparaître exactement quand on a besoin de vous, sans être spécial d'une manière ou d'une autre. » Nicolas resta silencieux un long moment, regardant les étoiles à peine visibles à travers la pollution lumineuse de la ville. Quand il parla enfin, sa voix avait une qualité différente, plus profonde, plus résonnante. « Stéphane, que se passerait-il si je vous disais que je suis exactement celui que vous croyez que je suis ? Que voulez-vous dire ? Que se passerait-il si je vous disais que chaque fois que quelqu'un cherche sincèrement à trouver l'amour, le but et la connexion dans sa vie, j'apparais d'une manière ou d'une autre ? Que se passerait-il si je vous disais que chaque acte d'amour authentique est une forme de ma présence dans le monde ? » Stéphane sentit un frisson parcourir tout son corps. « Vous dites que vous êtes. Je dis que je suis celui que vous aviez besoin que je sois pour pouvoir trouver votre chemin. Je suis la réponse aux prières que vous ne saviez même pas que vous faisiez. Je suis la partie de vous qui a toujours su que vous pouviez être plus que ce que vous étiez. Mais cela signifierait que vous. Je suis beaucoup de choses pour beaucoup de gens, Stéphane. Pour vous, je suis la confirmation que l'amour est réel, que le service est sacré, que votre vie a un but infiniment plus grand que vous ne l'avez jamais imaginé. » Stéphane resta silencieux, traitant l'énormité de ce que Nicolas semblait impliquer. Une partie de lui voulait rejeter cette possibilité comme étant trop fantastique pour y croire. Mais une autre partie, celle qui avait été transformée au cours des 3 derniers jours, savait au plus profond de son être qu'il était en présence de quelque chose de sacré. « Que suis-je censé faire de cette information ? » demanda-t-il enfin. « La même chose que ce que vous avez fait. Vivre avec amour, servir les autres, être une lumière dans l'obscurité.
La différence, c'est que maintenant vous savez que lorsque vous faites cela, vous n'êtes pas seul. Chaque acte de bonté est une prière devenue réalité. Chaque moment de compassion est une forme de présence divine dans le monde. Et si les gens pensent que je suis fou si j'essaie de leur expliquer ça? Vous n'avez pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit avec des mots. Expliquez-leur avec votre vie. Quand ils verront comment vous avez changé, quand ils seront témoins de votre compassion en action, quand ils expérimenteront l'amour à travers vous, ils comprendront sans avoir besoin d'explication. Nicolas se leva du banc, et Stéphane sut instinctivement que ce serait leur dernière conversation. Du moins, sous cette forme. « Vous partez » demanda-t-il, ressentant un mélange de tristesse et de gratitude. « Mon travail avec vous est terminé. Vous avez trouvé ce que vous aviez besoin de trouver. C'est maintenant à vous d'être pour les autres ce que j'ai été pour vous. Comment puis-je faire ça? En vivant la vie que vous savez maintenant que vous pouvez vivre. En étant l'homme que vous savez maintenant que vous pouvez être. En servant avec le cœur que vous savez maintenant que vous avez. Est-ce que je vous reverrai? » Nicolas sourit avec une chaleur infinie. « Vous me verrez chaque fois que vous aiderez quelqu'un dans le besoin. Vous me verrez chaque fois que vous choisirez l'amour plutôt que la peur. Vous me verrez chaque fois que vous serez une lumière dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. » Il s'approcha de Stéphane et posa une main sur son épaule. Le contact était chaud, réel, complètement humain, et en même temps quelque chose de plus. « Merci, Stéphane. D'avoir été prêt à changer. Merci d'avoir choisi l'amour. Merci d'être exactement celui qu'il fallait que vous soyez. Merci à vous. De m'avoir trouvé quand j'en avais le plus besoin. Je vous trouverai toujours quand vous aurez besoin de moi. Souvenez-vous simplement, l'amour ne disparaît jamais, il ne fait que se transformer. » Sur ces mots, Nicolas s'éloigna en marchant sur le sentier du parc. Cette fois, Stéphane n'essaya pas de le suivre du regard. Au lieu de cela, il ferma les yeux et sentit la présence qui, il le savait, serait toujours avec lui. Quand il rouvrit les yeux, il était seul dans le parc, mais il ne se sentait pas seul. Il se sentait connecté à quelque chose de plus grand, d'éternel, quelque chose qui donnait un sens non seulement à sa vie, mais à toute l'existence. Le reste de cette nuit, il le passa en contemplation silencieuse, arpentant ses itinéraires habituels mais les voyant avec des yeux entièrement nouveaux. Ce n'était plus simplement des rues qu'il devait patrouiller, c'étaient des chemins remplis d'opportunités de servir, d'aimer, d'être une force positive dans le monde. En rentrant chez lui ce matin-là, Stéphane écrivit dans son carnet l'entrée la plus importante de sa vie, dernière conversation avec Nicolas. J'ai compris la vérité la plus importante, le but de la vie est d'aimer et de servir les autres. Quand nous faisons cela, nous nous connectons à quelque chose de sacré, d'éternel. Mon travail de gardien de nuit n'est que le véhicule de mon véritable travail de gardien de l'espoir. À partir d'aujourd'hui, je vivrai chaque jour en cherchant des opportunités d'être une lumière dans l'obscurité des autres. En dessous, il écrivit ce qui allait devenir sa philosophie de vie, l'amour ne disparaît jamais, il ne fait que se transformer. Et chaque acte de bonté est une forme de présence divine dans le monde. Les mois qui suivirent furent une confirmation constante de la transformation qu'avait vécue Stéphane. Il continua à travailler comme gardien de nuit, mais son travail avait maintenant un but complètement différent. Il aida des dizaines de personnes, il trouva des familles pour des chiens perdus, assista des victimes d'accidents, prodigua des premiers soins de base, accompagna des personnes seules, servit de médiateur dans des conflits de voisinage, et devint peu à peu une figure respectée et aimée dans tout le quartier des Tilleuls. Pierre Martin guérit de sa toux grâce à la consultation médicale que Stéphane avait financée et devint l'un de ses meilleurs amis et conseillers. Manon et son fils Léo déménagèrent finalement dans un meilleur appartement, mais continuèrent à rendre visite à Stéphane régulièrement, le considérant comme un membre de la famille. Plus important encore, Stéphane ne se sentit plus jamais vide ou sans but. Chaque nuit, il partait travailler en sachant qu'il avait l'opportunité de faire une réelle différence dans la vie de personnes réelles. Et bien qu'il n'ait jamais revu Nicolas sous la forme physique où il l'avait connu, il sentait sa présence constamment dans chaque acte de bonté, dans chaque moment de compassion, dans chaque opportunité de servir. Un an après leur dernière rencontre, Stéphane écrivit dans son carnet, « Un an s'est écoulé depuis que ma vie a changé pour toujours. Je suis toujours gardien de nuit, mais je sais maintenant que ce n'est que mon titre officiel. Mon véritable travail est d'être un canal de l'amour dans le monde. Et chaque jour que je fais ce travail, je me sens plus connecté au but pour lequel j'ai été créé. Merci, Nicolas,
de m'avoir appris que le paradis n'est pas un endroit où nous allons après la mort. C'est un état de cœur que nous créons lorsque nous choisissons d'aimer et de servir sans condition. Stéphane Dubois ne sut jamais avec une certitude absolue si l'homme qu'il avait rencontré était simplement quelqu'un d'extraordinaire apparu au moment exact où il avait besoin d'un guide. Mais à la fin, il décida que cette question n'était pas aussi importante que la transformation qu'il avait vécue. Ce qui importait, c'est qu'il avait trouvé son but. Il avait découvert le pouvoir de l'amour en action et avait appris que la vie la plus pleine est celle consacrée au service des autres. Et dans les nuits particulièrement silencieuses, lorsqu'il marchait dans les rues du quartier des Tilleuls, accomplissant sa ronde, Stéphane sentait parfois une présence familière à ses côtés et entendait un murmure dans le vent qui lui rappelait « L'amour ne disparaît jamais, il ne fait que se transformer ».